Donc ici, je vais l'appeler VFX Project 3, puisque c'est la troisième fois que j'explique ça. Ils sont tous là, si jamais. Si jamais tu veux re-swapper, ils sont tous là. Voilà. Donc on va commencer ce matin par voir tout ce qui est système de particules. Alors on va commencer par faire un effet de type étincelle. Alors quand on fait un système de particules, on a deux choses à faire. On a édité le système de particules et il y a toujours un matériel qui va avec. Parce que les particules doivent être affichées avec un certain matériel pour... Est-ce que vous voulez de la transparence? Est-ce que vous voulez un truc texturé ou pas, etc. Donc on va voir un petit peu, ici on va commencer avec l'effet d'étincelle. Donc les étincelles, il y a déjà un élément qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de lighter ces particules-là. Parce que les étincelles sont en self-émissif. Elles sont indépendantes en fait complètement de tout ce qui est lighting. Ça sert à rien en fait de les lighter, puisque de toute façon ils sont déjà, elles émettent déjà de la lumière. Donc du coup ça fait des particules relativement légères à calculer. Donc ça c'est intéressant quand même. Alors, donc point de vue organisation, ce que je vais faire c'est à chaque fois un folder pour chaque effet. Ce sera quand même un peu plus simple comme ça, un peu plus propre. Donc je vais commencer par un premier folder Sparks pour l'effet d'étincelle. Et donc dedans, j'ai besoin de deux choses, donc d'un matériel et d'un système de particules. Ici, on n'utilisera pas du tout de texture pour cet effet-ci. Pour l'effet suivant, on en utilisera. Et on verra un peu comment utiliser un sprite sheet. Donc ici, on va commencer avec quelque chose de plus simple. Donc, je vais déjà commencer par faire un matériel. Donc le matériel, je l'appelle Spark. Et je crée aussi un particule système. Et lui, je l'appelle Sparks au pluriel. Voilà. Alors, on va déjà regarder un petit peu, faire un petit tour du propriétaire de l'éditeur de particules ici. Alors, dans l'éditeur de particules, il y a plusieurs zones dans l'écran. La zone qui nous intéresse le plus, celle qu'on va regarder le plus en fait, c'est le viewport. Donc le viewport, comme d'habitude, c'est vraiment là que vous allez voir en fait l'effet en live. Donc on voit par défaut, on a des particules qui sont spawnées avec un matériel par défaut qui affiche des genres de croix, de crosshair comme ça. Et donc ça c'est un des premiers trucs qu'on fera, c'est remplacer en fait le matériel par défaut par un matériel à nous, quoi. Donc ça c'est le viewport. Alors dans le viewport, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir? Alors il y a un truc qui peut être pratique, c'est dans View, vous pouvez afficher de la géométrie. Donc ça vous permet de situer en fait votre système de particules par rapport à un petit morceau de terrain. Je l'utilise rarement parce que, le truc qui est assez mal fichu, c'est que l'émetteur il est en dessous du terrain déjà. Donc quand vous commencez à activer par exemple des collisions, etc., les particules collisionnent tout le temps. C'est pas super pratique, mais c'est un bon référent quand même si jamais vous faites des particules sans collision par exemple. Donc en point de vue view, c'est ça qui est vraiment important. Point de vue time, là il y a un truc quand même à savoir, c'est que si jamais votre machine a tendance à avoir un peu difficile de suivre, il se peut que le real time soit décoché, qu'à un moment le programme, en fait l'interface de dire ok, il a vraiment du mal à afficher les trucs, donc je retire le real time, et donc quand vous n'êtes plus en real time, vous voyez plus ce que vous êtes en train de faire. Donc si jamais à un moment vous voyez que votre système de particules freeze complètement, il y a des chances que ce soit le real time ici qui soit décoché. Et le deuxième truc, c'est le loop. Donc quand on a des systèmes de particules, on a principalement deux types de systèmes de particules, ceux qui loopent et ceux qui ne loopent pas. Donc ici on va faire un émetteur en continu, donc qui va envoyer continuellement des étincelles. Donc là on va avoir un système qui va looper de base, quoi. Maintenant, pour tout ce qui est effet plus ponctuel, donc si vous voulez faire par exemple des explosions, des impacts, des trucs comme ça, là en fait ça loupe pas. Vous affichez l'effet une fois, puis une fois que l'effet est fini, voilà, c'est tout.
Mais quand vous êtes en train d'éditer votre système de particules, bah, c'est pratique de le mettre en loop et pas de devoir chaque fois dire bah, hop, je veux redémarrer, je veux voir mon effet. Donc là, c'est pratique de laisser votre effet en loop. Question de facilité d'édition, on va dire, quoi. Voilà. Je pense que c'est vraiment les deux trucs importants à dire dans le viewport, enfin les 2-3 trucs importants à dire dans le viewport. Sinon, qu'est-ce que vous avez? En dessous du viewport, vous avez le details, bah en fait c'est les paramètres du truc que vous êtes en train d'éditer. Ça, on va revenir dessus, mais vous avez tous les paramètres, enfin c'est du fenêtre classique où vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Donc ça, on reviendra dessus quand on verra les différents blocs et leurs paramètres individuels. Alors, à droite du viewport, vous avez les émetteurs. Là, il n'y en a qu'un seul pour le moment, mais vous pouvez avoir, dans un système de particules, vous pouvez avoir plusieurs émetteurs. C'est pour ça que ça s'appelle un système de particules et pas juste un émetteur de particules. Vous pouvez avoir un système complet avec plusieurs émetteurs. Alors, quel est l'intérêt d'avoir plusieurs émetteurs? Chaque émetteur va émettre un type de particule. Alors, oui, j'ai pas vraiment non plus développé le côté système de particules, émetteur de particules. Donc, qu'est-ce que c'est exactement un émetteur de particules ou un système de particules? En fait, c'est un système qui va émettre des particules, donc des trucs élémentaires. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être des sprites, généralement, c'est ça qu'on utilise. Ou ça peut être des mèches 3D aussi. Ou ça peut être d'autres formes d'éléments. Vous pouvez avoir des éléments qui sont connectés entre eux pour faire des rubans, pour faire des trails, etc. Donc si vous voulez avoir par exemple une balle traçante et avoir votre balle qui spawn une traînée derrière elle comme ça, vous pouvez faire ça avec un système de particules. Et donc c'est utilisé principalement pour tout ce qui est effets spéciaux, où vous avez des choses qui sont émises, quoi. Vous avez de la fumée, vous avez des particules, vous avez des débris qui sont expédiés à droite, à gauche, etc. Et donc, dans un système de particules, vous avez généralement pour un émetteur un type de particule qui est spawné. Donc si vous faites par exemple une explosion un peu complexe, vous allez avoir des flammes, vous allez avoir de la fumée, vous allez avoir des étincelles, vous allez avoir des débris. En fait, ça, chaque fois, ça va être un émetteur différent qui va émettre des particules avec des propriétés différentes. Alors, les particules, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un truc qui est spawné, donc qui va apparaître à un moment donné. Donc ça, on va voir, il y a plein de façons de régler le moment où ça apparaît, le nombre de fois que ça apparaît, etc. Et qui a sa propre vie, et puis en fin de vie, hop, ça disparaît, et puis il y en a d'autres qui sont spawnés, etc. Et donc, durant la vie de la particule, il y a toute une série de paramètres qui va permettre de régler en fait la trajectoire qu'elle va prendre, la couleur qu'elle aura, la taille, la transparence, etc. Et tous ces paramètres-là, il y en a une grosse majorité qui sont des paramètres liés à la physique. Donc on peut régler la vitesse, on peut appliquer des accélérations, on peut appliquer des forces, etc. Au système aux particules d'un système de particules. Donc ici, par exemple, quand vous créez un système de particules from scratch, vous avez des particules qui sont spawnées vers le haut, dans des directions un petit peu random. On voit elles partent un peu à droite, un peu à gauche. Voilà. Donc ça, c'est le réglage par défaut. On va voir un peu comment régler ça pour que ça corresponde exactement à ce qu'on veut simuler. Et quand on regarde un émetteur, on a un bloc ici, je vais revenir dessus, et puis on a des sous-blocs qui sont en fait des fonctionnalités. Donc le système de particules d'Unreal, c'est un système modulaire. Donc on peut choisir en fait ce qu'on a envie d'ajouter au comportement des particules. Alors l'intérêt, c'est que du coup ça ne va simuler que ce qui est vraiment utile. Donc par exemple, si vous n'avez pas besoin de gérer le changement de taille des particules, vous ne le mettez pas et ce ne sera pas géré, et ce sera ça en moins à calculer en fait pour le système de particules. Parce qu'évidemment, tous les traitements qu'on voit ici sont appliqués évidemment à chaque particule, à chaque frame. Donc si vous commencez à mettre plein de trucs, change la taille, la couleur, machin, etc., en fait ça va être évidemment de plus en plus lourd, quoi. Alors, je vais peut-être juste dire deux mots sur le Curve Editor en dessous, puis je reviendrai aux émetteurs ici. Donc en dessous de la liste des émetteurs ici, vous avez le Curve Editor. Donc le Curve Editor, c'est pour éditer tout ce qui est animable en fait sur la durée de vie, soit
de l'émetteur, soit des particules. Donc ici, par exemple, on pourra changer la variation de transparence des particules sur leur durée de vie. Donc quand elles naissent, elles vont avoir un certain niveau de transparence, puis elles vont être par exemple plus opaques, puis redevenir plus transparentes avant de disparaître. Et donc là, on peut faire des courbes d'animation qui vont dépendre directement de la durée de vie en fait, des particules. Pour tout ce qui est lié en fait, aux particules, c'est toujours normalisé entre 0 et 1. Donc 0, c'est la naissance de la particule, et 1, c'est la mort de la particule. Quelle que soit la durée de vie de la particule. Donc si après vous changez la durée de vie de la particule pour qu'elle dure, je sais pas moi, 2 secondes, 10 secondes ou 20 secondes, bah, ce sera toujours entre 0 et 1. Bah, ce qui est pratique parce que sinon ça vous obligerait à chaque fois à rechanger la position de vos clés d'animation, et donc ce serait un peu pénible. Par contre, quand c'est l'émetteur de particules qui est concerné, là c'est bien la durée de vie de l'émetteur. Donc si vous mettez un émetteur qui fait 5 secondes, donc qui va émettre des particules pendant 5 secondes, bah là vous pouvez mettre des clés jusqu'à 5. Voilà. Si vous mettez des clés plus loin, en fait c'est pas utilisé. Pareil pour les particules, si vous mettez des clés après 1 ou avant 0, c'est ignoré, quoi. Donc ça c'est un truc auquel il faut faire un peu gaffe, parce que souvent on met un peu n'importe quoi, on met ah bah la courbe elle a la bonne forme, oui ok, mais elle n'est pas du tout au bon endroit, donc forcément ça marche pas, quoi. Donc ça c'est juste un petit truc auquel il faut être attentif. Sinon le Curve Editor c'est pas le truc le mieux foutu ici dans l'éditeur, mais il y a quelques trucs qui sont vraiment pratiques dans le Curve Editor, qui sont plus faciles à éditer là que à éditer à la main dans l'onglet Details ici, quoi. Alors, je reviens un petit peu sur les émetteurs ici, pour justement rentrer un peu plus en détail dans toutes les fonctionnalités. Donc, pour chaque émetteur, vous avez un premier bloc ici, qui est un peu plus gros, où vous avez le nom de l'émetteur. Donc ici, c'est particule émetteur, par défaut. Et puis, vous avez 3 boutons. Donc, les 3 boutons, ils servent à quoi? Le premier, c'est simplement pour activer et désactiver cet émetteur-là. Donc si à un moment vous dites bah, finalement est-ce que cet émetteur sert vraiment à quelque chose dans mon effet, bah, vous pouvez le désactiver, voir ce que ça donne, le remettre, voilà, bêtement. Le deuxième bouton c'est pour changer en fait le mode de vue de votre système de particules. Donc par défaut vous avez 6 petits points, et ces 6 petits points en fait bah, c'est le mode shaded quoi, si vous voulez. Donc là vous voyez bah, la particule avec son matériel complet qui est affiché normalement, en fait. C'est ça que vous allez voir, en fait, une fois que vous l'intégrez dans votre niveau. Si vous cliquez une fois dessus, vous passez en mode point, et là, chaque particule est remplacée par un point. Alors l'intérêt, c'est d'avoir une petite idée, en fait, de la quantité de particules que vous avez. Parce que quand vous avez plein de particules les unes sur les autres, à un moment donné, vous savez plus trop dire est-ce que j'en ai une centaine, est-ce que j'en ai un millier, est-ce que j'en ai 10 000. Voilà, là, ça vous permet d'avoir une petite idée. Enfin, je veux dire, si vous avez un gros tas ici, tout jaune, alors que vous êtes en mode point, c'est peut-être que vous avez un petit peu abusé sur le nombre de particules. Voilà. Si vous cliquez encore une fois, vous êtes en mode cross, et donc ça vous permet d'avoir une vue de la surface des particules. Alors en quoi est-ce que c'est important? En fait, ça c'est important au niveau performance. Parce que les particules, généralement, sont en mode transparence, donc il y a du blending, et c'est très souvent de l'alpha blending, donc c'est comme le blending en fait standard dans Photoshop. Vous avez un canal alpha où vous pouvez régler la transparence de chacune des particules. Le truc, c'est que quand vous avez plein de particules les unes sur les autres, vous avez ce qu'on appelle de l'overdraw. Donc en fait, vous redessinez plein de fois sur les mêmes pixels. Et l'overdraw, bah, à un certain moment, ça peut devenir vraiment un élément très important niveau performance, qui peut avoir un impact vraiment grave, on va dire, surtout sur des consoles, par exemple, ou des plateformes plus limitées. Donc par exemple sur la PS4 ou Xbox One, etc. Faut pas commencer à mettre plein de grosses particules qui s'overlappent avec 100, 200 couches. Là, vous allez le sentir, quoi. Enfin, c'est clair que vous n'allez pas tenir les 60 frames par seconde. Sur un PC, bah, si vous avez un bon PC, bah, en fait, ça passera. C'est un peu ça le problème, c'est qu'on a l'habitude de développer sur un PC, et puis on se dit, bah ouais, non, ça va, j'ai mes 60 frames par seconde. Bah oui, mais la carte graphique, elle souffre, mais elle est quand même capable de le faire. Donc du coup, on réalise pas toujours que ça peut être critique. Mais ça peut être... une fois que vous portez votre effet sur une plateforme plus limitée, ça vous permettra de voir un petit peu, tiens, finalement, peut-être que j'ai mis des sprites trop gros. Et ça permet de voir aussi
la taille réelle des sprites. Parce que si vous mettez par exemple des textures sur vos sprites et que vous utilisez, je sais pas moi, 20% de la surface de vos particules et que le reste est noir, ou transparent, bah, ça veut dire que tous ces pixels-là vont quand même être traités avec une transparence nulle, mais ils vont quand même passer par le pixel shader, etc. Et ça va quand même faire une perte de performance possible parce que justement vous traitez des trucs qui servent à rien. Donc là, ça donne une bonne idée. Si on clique encore une fois, on a une petite ampoule. Là, on ne voit rien du tout. En fait, la petite ampoule, ça permet de visualiser les sources lumineuses qui sont spawnées. Donc, on peut spawner des sources lumineuses dans un système de particules. Donc là aussi, faut y aller vraiment mollo si vous spawnez des sources lumineuses parce que, vous n'allez pas en spawner des centaines. Sauf si vous avez vraiment envie de mettre Unreal sur les genoux. Mais c'est très coûteux en fait, de spawner des sources lumineuses comme ça. Alors quel est l'intérêt? Là, c'est que ça permet vraiment d'éclairer l'environnement. Donc si vous faites par exemple un effet de feu, ça vous permet vraiment d'éclairer l'environnement et d'avoir des sources lumineuses qui vont avoir aussi leur comportement physique. Donc je pense qui vont décoller, qui vont aller à droite, à gauche, etc. Et donc ça va amener un peu du chaos niveau éclairage. Mais il faut y aller vraiment mollo sur la quantité parce que c'est coûteux en fait. Surtout, plus vous allez mettre des sources lumineuses qui ont une portée très grande, pire ça va être, quoi. Donc quand elles sont très localisées, ça va encore, mais quand elles sont très larges... Donc c'est le genre de truc, par exemple, que vous allez utiliser si vous faites des torches ou ce genre de choses. Là, c'est pratique en fait de spawner des lights parce que vous allez avoir un peu d'éclairage qui va changer. Mais il y a moyen de faire des choses moins gourmands, par exemple des light functions. Une light function, ça va être moins gourmand que de spawner des lights comme ça, quoi. Oui. Je sais pas, en spawner 5, 10, 15, ça va. Mais encore, faut voir le nombre de fois que tu réutilises cet effet-là, quoi. Parce que si c'est pour une torche et que tu as, je sais pas moi, 20 torches dans ton couloir et que chacune spawn entre 5 et 15 lights, là, ça va pas le faire, quoi. Donc c'est vraiment, il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble sur ce genre de truc. Mais pour un effet ponctuel, ça peut être intéressant. Mais ma recommandation, c'est s'il y a moyen de faire 100 lights, donc de simuler le truc autrement, ou de mettre une light fixe par exemple avec une light function, c'est mieux. Ce sera de toute façon plus performant, quoi. Voilà. Et justement, les light functions, en quelques mots, c'est quoi? C'est genre une animation de lampe ou... Ouais, c'est ça, un quoi. matériau que tu appliques en fait sur une lumière et ça sert un peu de masque si tu veux. Ok. Donc ça permet de faire plein de choses. On peut aussi utiliser une light function pour faire un effet de vitrail à partir d'une lumière. Ok, ouais. Et c'est juste au-dessus des profils iOS qu'on avait vu si jamais vous voulez essayer. Donc on avait mis les profils iOS et au-dessus il y a light function avec de nouveau un matériau qu'on peut assigner. Et c'est du prix. Vous pouvez essayer comme ça. Non, c'est du matériel. C'est vraiment du matériel classique. Alors, si on reclique encore une fois, là on n'affiche plus rien du tout en fait, mais le système tourne, et puis si on reclique, hop, on a fait le cycle complet de tous les modes de vue. Et le troisième bouton, c'est le mode solo. Ceux qui ont déjà utilisé des tables de mix, en fait c'est juste pour isoler en fait un émetteur. Donc là ici, ça n'a pas tellement de sens puisque j'ai qu'un seul émetteur, mais quand vous avez un truc complexe, comme je vous expliquais par exemple tantôt avec un feu, si vous avez les flammes, si vous avez la fumée, les particules, les petits débris, des étincelles, etc., à un moment vous avez tout en même temps et vous savez plus trop ce que chaque truc fait, vous pouvez le mettre en solo. Et donc ce qu'il va faire, quand vous le mettez en solo, tous les autres sont éteints et il n'y a plus que celui-là d'allumé. Puis vous recliquez et hop, tout le monde se remet comme dans l'état précédent. Donc ça c'est pratique pour avoir une vue isolée en fait, c'est un isolate en fait, pour voir juste un effet à la fois. Et puis ensuite, en dessous, vous avez tous les blocs. De base, vous avez toute une série de blocs. Les deux premiers, vous pouvez pas vous en débarrasser. C'est le required. Là, c'est là que vous allez changer le matériel, etc. Le spawn, c'est ce qui va permettre de faire apparaître des particules. Et tous les trucs suivants, là, vous pouvez les retirer ou vous pouvez en rajouter d'autres. Donc, si je clique ici, bouton droit, en fait, sur le menu, j'ai plein d'options possibles pour ajouter des collisions. Des trucs sur la caméra, location, c'est pour savoir l'endroit où les particules vont être spawnées, sur la rotation des particules, l'orientation, la taille, etc., etc.
Ça, on va en voir quelques-uns, mais ce qu'on ne voit pas, je vous invite à explorer un peu. Enfin, je veux dire, une fois qu'on en a vu 3-4, on a compris comment ça fonctionnait aussi. C'est toujours un peu la même chose qui revient, c'est toujours le même genre de paramètres. Alors, donc nous, on veut faire un effet d'étincelle. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est faire déjà un matériel. Parce que là, le matériel de base, il n'est pas du tout utilisable, évidemment. C'est juste pour avoir une idée des particules spawnées. Et donc, je vais double-cliquer sur mon matériel pour pouvoir l'éditer. Et donc, le matériel, pour mieux voir ce que je fais, je ne vais pas le mettre sur une sphère, je vais le mettre sur un plane. Comme ça, je verrai vraiment, en fait, une particule isolée, quoi. Alors, comme je vous disais tantôt, on a un matériel ici qui va pas être lighté du tout. Et deuxième point important, c'est que ça va être un matériel qui va être aussi transparent. Donc, je sélectionne mon matériel et dans les propriétés, je vais changer le blend mode pour me mettre en translucent. Donc là, on voit, il m'a grisé toute une série d'options. Et ce que je vais changer ici, c'est le shading model. Donc là, pour l'instant, je suis en default lit. Alors quand on est en translucent, il propose toute une série de lighting différents. Donc là, je descends un petit peu plus bas. Dans Translucency, j'ai Lighting Mode. Et là, on peut choisir toute une série d'options avec du volumetric non-directional, volumetric directional, la même chose en per vertex, le Surface Translucency Volume et Surface Forward Shading. Donc les 4 premiers, c'est vraiment utilisé pour tout ce qui est particules, quand vous voulez lighter les particules. Donc le deuxième exercice qu'on fera avec les particules, ça va être de la fumée, et donc ça doit être lighté, parce que ça dépend directement de l'éclairage. Donc si vous mettez une lampe à côté de la fumée, vous allez voir la fumée, si vous retirez la lampe, vous la verrez pas, quoi. Donc du coup, c'est lighté. Et là, il y a 2 options principales possibles, il y a le non-directional et le directional. Le non-directional, en fait, comme son nom l'indique, il ne tient pas compte de l'orientation de la particule. C'est juste l'endroit où elle se situe qui va faire qu'elle va recevoir de la lumière ou pas. Et du coup, quand on est en non-directional, on ne peut pas avoir de normal map. Donc on voit, la normal, elle est grisée. Il ne tient pas compte en fait de la normal map. Toute la lumière vient de tous les côtés. Mais par contre, si vous mettez votre particule dans l'ombre, elle sera plus sombre. Si vous la mettez dans la lumière, elle sera plus éclairée. À côté d'une lampe, elle prendra la couleur de la lampe, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on pourra utiliser par exemple tantôt pour la fumée, parce que ça va bien se mettre. Alors si on le met en volumetric directional, là en plus on a accès à une normal map. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire par exemple de la fumée fort épaisse. Ça vous permet de donner un peu plus de relief à votre fumée en mettant une normal map sur vos particules. Donc c'est pas parce que c'est transparent qu'on peut pas mettre de normal map, et là ça va en fait tenir compte de cette normal map pour calculer l'éclairage, la contribution des lampes, etc. Ensuite, les 2 suivantes, c'est la même chose en per vertex, donc là c'est beaucoup moins précis. Les 2 premières c'est en par pixel, et les 2 suivantes c'est par vertex. Donc c'est beaucoup plus léger les per vertex, mais par contre ce sera moins joli point de vue éclairage. Et les 2 dernières, donc Surface Translucency Volume et Forward Shading, là on a un mode d'éclairage beaucoup plus complet. En fait, on retrouve tous les paramètres qu'on a quand on est en opaque, donc avec métallique, spécular, roughness, etc. Et ça sera utile quand on voudra faire des objets transparents, mais avec en plus du spéculaire. Donc si on veut faire une vitre par exemple, un truc en plastique transparent, du plexiglas, un liquide, etc. Donc ça, on l'utilisera cet après-midi quand on verra les matériaux avancés. Donc pour le moment, ici, comme j'ai pas besoin de tous ces modes d'éclairage, je vais juste dans le shading model passer en unlit. Donc à partir du moment où je suis en unlit, j'ai plus base color d'accessible, parce que base color en fait c'est l'albédo, donc c'est ça qui va être relighté, on va dire, par le lighting après. Ici j'ai plus de lighting, donc je n'ai plus que de l'emissive color. J'ai emissive color, opacity, world position offset, donc ça c'est pour faire, on l'utilisera pas ici, c'est pour faire du vertex displacement, et réfraction, ça on l'utilisera pas pour des particules, on fait pas de réfraction à travers la particule. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser, comme j'avais dit qu'on n'utilisait pas de texture, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien on va utiliser un
node qui s'appelle Radial Gradient Exponential. Donc le nom est bien long et bien complexe, et en fait ça fait quoi? Ça fait juste un disque avec un dégradé dessus. Donc si je prends ce node là et que je le branche par exemple sur le emissive color, on voit, voilà, ça fait une pastille en fait, un M&M's quoi. Et donc ça, c'est ce qui va me servir en fait à faire ma particule. Ici pour les étincelles, on va avoir des petits points en fait pour les étincelles. Et donc je vais utiliser ça à la fois pour l'émissive et pour l'opacité aussi. Donc je vais le brancher aussi sur l'opacité pour supprimer en fait les coins de ma particule. Parce qu'évidemment je veux une particule ronde ici, j'ai pas envie d'une particule carrée avec des coins noirs. Ça n'a évidemment pas de sens. Donc l'opacité ici me permet d'enlever le bord en fait, tout ce qui est à l'extérieur de mon disque. Alors, là c'est bien comme matériel, le problème c'est que c'est un peu... la couleur et la transparence est un peu hard-codée en fait dans le matériel et je ne peux pas la changer. Alors, justement, ce qui est intéressant ici avec les matériaux qu'on utilise dans le système de particules, c'est qu'on peut récupérer des informations du système de particules. Donc, on peut récupérer plein de choses. Donc, si vous regardez dans les nodes, vous tapez particules, et vous allez voir, il y a plein de nodes qui commencent par particules. Vous avez particule color, particule direction, macro UV, position, radius, etc. Et donc toutes ces informations-là, vous pouvez les récupérer en fait pour chaque particule. Ça va vous permettre de faire des choses, par exemple en fonction de la vitesse de la particule, en fonction de son rayon, en fonction de sa couleur, etc. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la couleur. On va juste récupérer la couleur de la particule, parce que le système de particules peut gérer pour chaque particule une couleur avec un niveau de transparence. Donc ici, dans le particule color, j'ai du RGBA. Donc j'ai la couleur et j'ai la transparence aussi. Et donc, ce que je vais faire, c'est injecter cette couleur-là dans mon Radial Gradient Exponential. Et donc pour fusionner les deux, ce que je vais faire, je vais utiliser une multiplication. Donc si vous vous rappelez, j'avais vu les modes de blending en compression numérique, je vous avais expliqué un peu les différents trucs, et la multiplication en fait c'est vraiment un filtre. Donc vous mettez n'importe quelle couleur sur du blanc, en fait ça va vous donner cette couleur-là. Si vous mettez n'importe quelle couleur sur du noir, ça va vous donner du noir, etc. C'est une multiplication mathématique en fait. Si vous regardez les couleurs comme étant des nombres allant de 0 jusqu'à 1, ou plus en fait, c'est bêtement une multiplication. Donc multiplié par 0, il ne reste plus rien, multiplié par 1, ça ne bouge pas. Alors, donc ici, ce que je vais faire, je vais rajouter simplement, je passe mon clavier en QWERTY pour avoir plus facile pour les shortcuts. Donc je vais rajouter des nodes de multiplication. Donc il y a des nodes qui ont des raccourcis, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc vous pouvez soit chercher dans chaque fois avec bouton droit, enfin clic droit, pardon, et mettre par exemple multiplication. Ou alors pour la multiplication, si vous appuyez sur M et que vous cliquez bouton gauche de la souris, vous allez directement avoir le node multiply qui va apparaître. Et donc je vais avoir besoin de deux nodes multiply parce que je vais devoir le faire pour la couleur et pour la transparence. Donc je vais déjà en faire apparaître deux. Et donc pour la couleur, je vais récupérer la couleur de ma particule en fait, ici, donc la connexion la plus en haut, et je vais multiplier ça par mon Radial Gradient Exponential. Hop. Et ça, c'est ça que je vais renvoyer maintenant dans le Emissive Color. Donc visuellement, là, on ne voit pas la différence, parce qu'en fait, par défaut, le Particle Color, c'est du blanc solide, on va dire. Mais en réalité, maintenant, si je mets une couleur à ma particule, on va la voir, ça va colorer mon résultat final. Et je fais pareil pour la transparence, donc je vais récupérer l'alpha de mon Particle Color, qui est le dernier node en dessous, et je le branche sur mon Radial Gradient Exponential. Et c'est ça que je vais aller connecter dans opacité. Voilà. Donc ici, on ne voit pas non plus la différence, parce que pour le moment, comme je disais, c'est du blanc solide avec l'alpha à 100%, donc forcément ça ne change rien. Mais avec ça, on va déjà pouvoir faire pas mal de choses niveau particules. Et donc le matériel, voilà, il est fait, en tout cas pour cet effet d'étincelle, ça va nous suffire.
Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous faites un save, un apply, comme vous voulez. Et on peut retourner dans notre système de particules. Et on va remplacer maintenant bah, le matériel par défaut par le matériel qu'on vient de faire. Donc pour ça, je clique sur la boîte jaune qui est required. Et tout en haut, vous avez matériel. Et donc là, dans le drop-down, vous pouvez ouvrir et vous retrouvez votre matériel Spark. Voilà. Donc il lui faut un petit temps pour le compiler. Et hop, voilà. Et donc maintenant, j'ai mes particules rondes que je viens de faire. Alors un truc qu'on peut remarquer, c'est que maintenant, les particules, bah, elles fade à la fin. Donc on voit, elles disparaissent progressivement. Parce que par défaut, j'ai un node Color Over Life qui anime l'alpha en fait de 100% d'opacité jusqu'à 0% d'opacité sur la durée de vie de la particule. Et donc la particule est spawnée à 100%. C'est pour ça qu'on voit que ça vibre un peu ici. C'est parce que la particule, elle apparaît, enfin d'une frame à l'autre, clac, elle apparaît et tout de suite elle est à 100%. Et puis après, hop, elle fade jusqu'à 0%. Donc on pourra amortir par exemple l'effet d'apparition en mettant dans la courbe quelque chose qui commence à 0, qui monte jusqu'à 100 et puis qui redescend jusqu'à 0. Comme ça, on a un fade. Bon, pour les particules ici d'étincelles, comme ça va être des toutes petites particules, ça sert à rien de faire ça. Enfin, ça va pas vraiment ajouter. Par contre, pour l'effet de fumée qu'on fera après, là, ce sera un truc intéressant à faire. Alors, on va essayer maintenant de transformer ce truc qui ressemble plus à de la fumée en quelque chose qui va ressembler plus à des petites étincelles. Et donc il y a plusieurs éléments qu'on va devoir changer. Alors qu'est-ce qu'on va devoir changer? Déjà, la taille des particules. Là on a des particules qui sont franchement trop grosses. Donc on va regarder. Alors la particule, on a de base ici le initial size. Initial size qui est en fait la taille de base, la taille de spawn des particules. Après on peut animer en fait la taille de la particule sur sa durée de vie. Mais là, on va déjà regarder la taille quand elle est spawnée. Et donc, quand je sélectionne ça, sur le côté dans Details, on voit j'ai Size et j'ai Start Size. Donc là, en fait, pour les paramètres, vous devez toujours ouvrir les différents étages, les différents niveaux, comme ça. Et dans Start Size, on voit j'ai un truc en dessous qui s'appelle Distribution. Et puis, en dessous de Distribution, j'ai des chiffres. Alors, Distribution, c'est quoi? Ça, en fait, c'est le système qui va permettre d'assigner des valeurs à chacun des paramètres de mon système de particules. Alors par défaut ici, j'ai un Distribution Vector Uniform. Alors c'est quoi Distribution Vector Uniform? Vector parce que c'est un vecteur à 3 dimensions ici, donc x, y, z. Et Uniform, c'est simplement pour dire qu'on va prendre une valeur au hasard entre un minimum et un maximum. Alors il y a d'autres options en fait, si je regarde les distributions, j'ai des constantes, donc ça veut dire que je vais mettre, c'est du vecteur constant, donc je vais mettre une valeur et toutes les particules auront la même valeur, il n'y aura pas de random qui sera fait du tout. Constant curve, ça vous permet de faire des courbes d'animation. Particules paramètres, ça vous permet de récupérer ça via un blueprint, de modifier ça via un blueprint. Puis vous avez uniforme et vous avez uniform curve. Uniform curve, ça permet de faire une courbe de minima, une courbe de maxima, et puis de prendre au hasard entre ces deux courbes-là. Ici, pour la taille, généralement, avec un vecteur uniforme, c'est très bien. Ça marche déjà très bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai du x, y, z? En fait, ça dépend fortement du type de particules que vous avez. Pour le moment, les particules qu'on a sont des particules carrées. Donc, je vais juste aller voir dans Required pour vous montrer. Donc, dans Required, si vous regardez, vous avez un Screen Alignment PSA Square. Ça, c'est pour dire que vous avez des particules carrées. Les particules carrées, en fait, vous n'avez qu'une seule des 3 dimensions qui sont utilisées. Il n'y a que le X qui sert quand vous êtes en PSA Square, parce que la largeur et la hauteur, c'est toujours la même chose. En fait, c'est loqué l'un par rapport à l'autre. Ils n'utilisent que le X. Par contre, si vous utilisez PSA Rectangle, là, par exemple, ça va vous permettre d'avoir des particules qui vont être étirées, écrasées, etc., comme vous voulez. Alors, vous avez d'autres options aussi. Vous avez PSA Velocity, ça on l'utilisera tantôt.
PSA Velocity, ça permet d'orienter la particule par rapport à la direction dans laquelle elle se déplace. Donc si vous avez une particule qui fait une courbe comme ça, en fait la particule, elle va suivre cette courbe, elle va suivre le flux de la courbe. Donc ça peut être intéressant justement quand on veut donner par exemple un peu un effet style motion blur. Pour les étincelles, ça va être vraiment pratique parce qu'on va avoir vraiment des petites particules qui se déplacent très vite. Et si on n'a pas envie que ça fasse un effet plus pluie comme ça, mais vraiment en particules qui se déplacent, surtout que c'est très lumineux en fait les étincelles, ben, en fait c'est bien de les étirer dans leur sens de déplacement. Comme ça va faire un effet beaucoup plus convaincant, quoi. Et sinon après vous avez d'autres modes, away from center, donc ça c'est... Toutes les particules sont orientées en s'éloignant en fait du centre, enfin donc de l'émetteur, de la position de l'émetteur. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Le facing caméra. Donc le facing caméra et le square c'est presque la même chose. Le facing caméra en fait il s'oriente, enfin chaque particule va s'orienter vers la caméra, alors qu'en square vous êtes à plat sur le plan de projection de la caméra. C'est pas tout à fait la même chose en fait. Avec le square, vous avez une petite déformation sur le bord de l'écran que vous n'avez pas en facing caméra. Mais honnêtement, pour les particules qu'on va faire, on verra pas la différence. Donc c'est pas un problème, quoi. En fait, c'est moins coûteux de ne pas s'orienter pour chaque particule par rapport à la caméra. Donc on va prendre ici le moins coûteux, évidemment. Donc, comme je suis en PSA Square, dans Initial Size, en fait, il n'y a que le X qui compte. Et donc ici, il prend au hasard entre 25 et 25. Donc toutes les particules ont une taille de 25. On est toujours en unité centimètres ici, donc ça fait quand même... ça fait de la bonne étincelle, hein, 25, c'est un peu gros quand même. Donc on va aller sur des particules beaucoup plus petites. Donc ici, je vais prendre entre 2 et 4 par exemple. Donc le max, je vais mettre 4. Et le min, je vais mettre 2. Et donc maintenant, voilà, ça spawn des particules beaucoup plus petites. Et comme on peut le voir, en fait, le 25 ici est complètement ignoré. Hein. Enfin, le 25 du Y et le 25 du Z, il s'en fout complètement. Il n'y a que si on change et que je passe en PSA rectangle ou autre, etc. Et le X, Y, Z est utilisé, les trois sont utilisés si jamais vous spawnez des mèches. Parce que vous pouvez aussi faire des particules à partir de mèches 3D. Et donc là, vous pouvez étirer sur les trois axes, comme vous pouvez faire des scales avec un transform classique, c'est pareil. Donc, de quoi? Ça dépend en fait de ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire une explosion avec des débris, c'est intéressant de faire ça avec des mèches parce que tu n'arriveras pas avec des sprites à faire quelque chose qui soit convaincant parce que tu verras que c'est à plat, quoi. Donc si tu veux faire vraiment des gros morceaux, des morceaux de cailloux, etc. Bon, évidemment, tout dépend des mèches que tu mets. Enfin, là non plus, tu mets pas un mèche à 10 000 polygones comme particule, quoi. Mais si tu mets un caillou qui fait, je sais pas moi, une vingtaine ou une cinquantaine de faces, ça va, quoi. C'est pas mortel non plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des systèmes de particules comme ça, en fait, quand ils affichent le système de particules, c'est un seul draw call. Donc c'est en une seule fois, en une seule commande, il affiche toutes les particules. Donc ça, c'est ça qui est intéressant avec le système de particules aussi, c'est que c'est pas comme si on avait 100 objets différents. Là, en fait, c'est 100 objets qui sont presque fusionnés, on va dire, ensemble. Donc c'est beaucoup moins coûteux que d'avoir plein d'objets et de les gérer, par exemple, avec de la physique, etc. Donc il y a vraiment un gros avantage à utiliser le système de particules pour ce genre de choses. Alors, donc, première étape, c'était d'avoir des particules plus petites. Maintenant, les particules style étincelle, il y a un poids. On voit, enfin, si jamais vous avez déjà disqué un truc ou vous avez vu des gens disquer des trucs, etc., vous voyez les étincelles, elles retombent par terre, elles ont un poids quand même assez lourd. Et donc, pour simuler ce poids, on va rajouter une accélération. Parce qu'en fait, la gravité, c'est une accélération. Hein. Enfin, si vous restez assis ici sur votre chaise, c'est grâce à une accélération qui est appliquée tout le temps sur vous. Ici, on va faire la même chose sur les particules. À chaque frame, on va leur appliquer une accélération qui va avoir tendance à faire descendre la vitesse vers le bas, en fait. Hein, qui va orienter la vitesse vers le bas. Donc, je vais rajouter un node ici, et je vais aller dans accélération, et il y a un truc qui s'appelle const acceleration. Donc, c'est une accélération constante. Donc, ça, typiquement, c'est le truc que vous utilisez pour mettre de la gravité.
Et donc, const acceleration, on voit, on a x, y, z, donc vous pouvez mettre une accélération constante, une gravité dans une direction donnée. Ici, comme on est dans Unreal et qu'on a un système d'axe avec un z up, donc avec le z dirigé vers le haut, ben en fait, nous, on va mettre un z en négatif pour les faire redescendre. Donc, je vais mettre, par exemple, moins 400. Donc, les unités, c'est des centimètres par seconde. Enfin, centimètres par seconde carré, puisque c'est une accélération. Donc là, on voit, le fait d'avoir fait ça, ben, j'ai mes particules ici qui tombent vers le bas. Donc, point de vue déplacement, ben, on a déjà quelque chose d'un peu plus correct. Maintenant, je vais un peu changer la direction du spawn, parce que j'aimerais bien faire un effet ben, un peu comme quand on disque, etc. Ben, généralement, c'est expédié sur le côté, et puis ça retombe un peu plus loin. C'est un peu un jet de particules. Ici, ça ressemble plus à un petit jet d'eau malheureux qui n'a pas beaucoup de force, là. Donc, on va un petit peu changer la direction et les forces, en fait, qui sont appliquées dessus. Donc ça, en fait, ça dépend du initial velocity. Donc, c'est la vitesse initiale des particules. Et donc, je vais dans Start Velocity, et là, je me retrouve à nouveau avec un Distribution Vector Uniform, avec donc chaque fois un minimum et un maximum, avec une vitesse minimale, maximale, sur chaque axe. Donc, pour le X, je suis entre moins 10 et 10, pour le Y, je suis entre moins 10 et 10. Donc, en fait, il ouvre un peu un cône, en fait. Donc, les particules sont envoyées un peu à droite, un peu à gauche, un peu en avant, un peu en arrière. Et en hauteur, donc sur l'axe Z, ben c'est entre 50 et 100. Donc là, il expédie toujours vers le haut, mais avec une force qui va varier, avec une vitesse qui va varier de 50 cm par seconde à 100 cm par seconde. Qui, de toute façon, ici, ben, ça redescend après, puisqu'on a la gravité derrière. Donc, ici, je vais envoyer un peu mes particules sur le côté. Donc, je vais envoyer, par exemple, en X. Et donc, je vais mettre... entre 50 et 70 par exemple pour le X. Donc comme ça on voit, ça envoie les particules sur le côté. Je vais peut-être un petit peu augmenter aussi les valeurs pour le Z pour que ce soit envoyé un peu plus vers le haut. Donc je vais faire entre 100 et 200. Voilà, comme ça expédie un peu plus les particules vers le haut aussi, quoi. Alors, un petit truc auquel il faut faire attention dans l'interface ici, c'est que min et max ne sont pas toujours dans le même ordre. Donc ici, on a max puis min, ce qui est déjà pas super intuitif, mais sur certains autres types de distribution, vous allez avoir le min puis le max. Donc, soyez attentifs parce que c'est un petit peu... ça peut être vite source d'erreur, en fait. Donc, c'est pas un gros problème quand on a des particules comme on a ici, qui sont des particules CPU, parce que ça marche même si on inverse. Enfin, si je mets qui prennent entre 50 et 70, ou entre 70 et 50, ça marche. D'ailleurs, je me suis trompé. J'ai mis dans le mauvais sens. La preuve, c'est que ça marche. Voilà, je vais mettre dans le bon sens. Hop, voilà. Mais ça change rien en fait. Par contre, quand on va passer en particules d'un autre type, par exemple les particules GPU, là si le minimum n'est pas inférieur au maximum, ça marche pas. Enfin en tout cas, dans les versions précédentes c'était le cas. J'imagine que c'est toujours pareil, quoi. Alors, donc là on a déjà quelque chose qui est un peu plus... Enfin niveau comportement, on va dire, des particules, c'est déjà un peu plus correct. Alors, maintenant, j'aimerais bien en spawner un peu plus, parce que bah, là, ça spawn quelques particules, mais ça c'est quand même un petit peu malheureux, quoi. Ça fait un peu pitié, on peut le dire, tout à fait. Et donc, pour régler le nombre de particules, il faut aller dans le spawn, et dans spawn, vous avez le spawn rate. Et là, vous avez distribution float constant. Donc là, du coup, c'est une valeur permanente et continuelle en fait. À chaque frame, vous allez avoir la même valeur. Et donc ici, on a 20, et donc 20, c'est quoi? C'est 20 particules par seconde. Donc c'est le nombre de particules par seconde.
Donc si vous augmentez, si vous passez à 50, bah, il y en a effectivement plus. Si vous mettez moins, si vous mettez 5, bah, vous avez beaucoup moins. Alors ici, par défaut, on est dans un système de particules CPU et une des limitations, c'est qu'un système de particules CPU ne peut pas spawner autant de particules qu'il veut. Donc si je mets par exemple 500, ben, bon, évidemment 500 ça va, bon, 1500, 1500, voilà, 1500 il a du mal. On sent que hein, il crachote un peu. Une fontaine là, Voilà. automatique de américain. Voilà, oui c'est ça que c'est les sprinklers, là, c'est ça. Donc ici le problème c'est qu'il ne sait pas spawner plus de 1000 particules. En fait, en CPU on est limité à 1000 particules simultanément. C'est déjà pas mal, mais si on veut vraiment balancer du lourd, bah, c'est pas assez quoi. Voilà. C'est 1000 pour un système ou pour un émetteur? Enfin, c'est 1000 par émetteur. Ouais. Donc là, évidemment, tu peux avoir plusieurs émetteurs qui vont chacun émettre jusqu'à 1000 particules chacun. Quoi. Vous dites que c'est un CPU, c'est-à-dire que tout est pris en compte par le CPU? Là, pour le moment, tout est pris en compte par le CPU. Mais heureusement, on peut changer et avoir des particules GPU. Et donc là, on va pouvoir se lâcher et balancer des 50 000 particules, 100 000 particules, et ça marchera. Ouais, mais ça peut être intéressant pour alléger justement le côté GPU, non? Souvent c'est plutôt ça qui peut Ben, ça dépend, parce que si tu prends par exemple, pour revenir sur les plateformes consoles, les consoles, elles ont des CPU qui font pitié par rapport à un PC, quoi. Parce que c'est 1.4 GHz, je crois que c'est ça, hein, sur la PS4, c'est 1.4 GHz. Bon, il y a Weaker, mais c'est quand même que 1.4 GHz. Comparé à du 3 GHz, ben, c'est moins de la moitié, quoi. Donc du coup, tu peux très vite, en fait, saturer le CPU. L'avantage, en fait, de le faire en GPU, c'est que tout reste du même côté, tout reste du GPU. Parce que ici, même quand tu fais en CPU, bah, à un moment donné, il faut quand même bien qu'ils disent bah, ok, j'ai calculé toutes mes particules, et ils passent au GPU en disant bah voilà, toutes mes particules, bah, elles sont là maintenant, démerde-toi pour les afficher. Ouais. Donc il y a quand même toujours, à chaque frame, ils passent continuellement les infos. Et donc ça, bah, à l'air de rien, c'est quand même... Enfin, ça utilise la bande passante aussi, et puis ça peut être lourd, quoi. C'est pour ça qu'ils ont limité à 1000, hein, c'est pour ne pas avoir des quantités monstrueuses d'informations à passer, parce qu'a priori, le CPU, là, il pourrait en gérer beaucoup plus que ça quand même, hein. Enfin, surtout s'il fait que ça, quoi. Donc, ici, c'est intéressant de passer quand même en GPU, et donc pour passer en GPU, ben, il faut aller dans... Enfin, il faut ouvrir le menu, et dans Type Data, faire New GPU Sprite. Et donc là, vous allez avoir exactement la même chose, si ce n'est que vous avez un warning, donc ça je vais revenir dessus après, et là on voit bah, les particules, il est quand même un peu plus à l'aise, hein. On sent qu'il se débrouille un peu mieux. Et surtout, bah, si je vais dans le spawn, bah, là si je mets bon, allez, 10 000, bah, ça va quoi, il n'a pas de problème. Il me spawn 10 000 particules par seconde. Et on peut monter plus haut. Enfin ici j'ai des particules qui ont une durée de vie d'1 seconde, donc je suis à peu près... Enfin quand je mets 10 000, j'en ai à peu près 10 000 à l'écran. Mais on peut, enfin je veux dire, 50 000 ça va aller aussi, hein, c'est pas un gros problème, quoi. Ça veut dire que même le genre des à-coups. Bah c'est pas des à-coups, c'est le tri des particules, ça. En fait il y a tellement de particules les unes sur les autres, et elles ne sont pas triées pour le moment. Donc ils les affichent dans n'importe quel ordre, donc en fait tu as des trucs qui sont affichés, puis d'autres qui sont censés être plus loin, qui se remettent par-dessus, etc. Et donc ça fait des trucs un peu bizarres, parce que le bord des particules qu'on a est plus foncé que l'intérieur. Parce que comme on a utilisé le radial gradient exponential, bah, c'est un peu plus foncé sur le bord, et donc là bah, c'est cet effet-là qu'on voit, quoi. Mais si je trie les particules, j'aurais plus ce problème-là. Donc je vais quand même en remettre un peu moins, allez, je vais en mettre 1500. C'est ici j'ai cliqué sur Type Data New GPU Sprite. Et donc à partir du moment où tu fais ça, tu as GPU Sprite qui est affiché ici dans l'émetteur, quoi. Voilà. Alors le message, le warning, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, quand on utilise des émetteurs de type GPU, il faut lui définir une boîte englobante. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce qu'en fait, il va regarder la boîte englobante de l'émetteur, et s'il voit la boîte englobante, il va considérer qu'il voit les particules qui sont émises.
par défaut, quand vous créez un émetteur comme ça et que vous le passez en GPU, la boîte englobante, en fait, elle est toute petite autour de l'émetteur. Et donc, ce qui se passe, c'est que si je vois plus l'émetteur, je vois plus les particules. Donc, si je baisse un peu, enfin, si je monte la caméra, pardon, et que je cache l'émetteur, on voit plus. Hop, je le revois, clac. Donc, ici, si je vois pas l'émetteur, je vois plus, c'est un peu gênant. Et donc, pour ça, il faut qu'il recalcule la bounding box. Et ça, c'est dans la toolbar ici au-dessus, vous avez Bounds. Bounds, ça vous permet de voir les bounds. Et juste à côté de Bounds, il y a une petite flèche. Et la petite flèche, c'est Set Fix Bounds. Et donc là, ça vous permet, donc si je clique dessus, là, en fait, il a recalculé la boîte englobante en fonction de mes particules. Donc en fonction de la durée de vie des particules, il a essayé de regarder jusqu'où potentiellement les particules peuvent aller. Donc si j'affiche Bounds maintenant, voilà, on voit j'ai une boîte de collision un peu grande. En fait, ça descend jusqu'au plus bas des particules visibles. Pourquoi quand on est en CPU, c'est pas le cas? En CPU, il gère ça différemment. Je sais pas exactement comment il fait, mais je pense que sur Unreal, il recalcule à chaque frame la boîte englobante, parce que comme c'est le CPU qui connaît de toute façon la position de toutes les particules, il connaît le minimum en X, le maximum en X, etc. Et donc il peut refaire une boîte à la volée, quoi. Donc du coup, il n'a pas ce problème-là. Parce que là, en fait, le problème, c'est que tu dois savoir, avant de lui demander de s'afficher, la place qu'il va prendre. Mais là, comme c'est le GPU, le GPU, en fait, c'est difficile de remonter des informations du GPU. Généralement, tu donnes des trucs au GPU, mais tu récupères pas grand-chose du GPU. Ça, c'est un des effets de bord. Et donc ici, maintenant, comme j'ai recalculé le bounce, je peux bouger ma caméra et j'ai plus de problème. Donc ça, c'est bien. Il y aura une différence entre CPU et Si on change GPU. le airtime, il faut penser à fixer la bounding box. En fait, dès que tu changes un paramètre, tu as intérêt à le faire, parce que si tu changes la durée de vie, si tu changes la vitesse, si tu changes l'accélération, etc., ça peut influer sur ça. Et de toute façon, si à un moment donné, tu te rends compte que tu as des particules qui disparaissent trop vite de l'écran alors qu'elles devraient être, c'est un problème de bounce. Il y a de grandes chances, quoi. Alors, il y a quand même des différences. En dehors de ça, il y a quand même des différences entre CPU et GPU. Pour point de vue particules. Donc les particules GPU, donc on peut en balancer autant qu'on veut, c'est bien, mais par exemple niveau collision, ça fonctionne pas de la même façon. Donc les particules CPU, elles collisionnent avec les boîtes de collision classiques, enfin celles qu'on utilise pour le personnage, etc. Donc ça va utiliser les boîtes de collision que vous avez sur votre décor et tout. Donc ça, très bien. Mais ça marche pas sur le GPU. Le GPU, lui, en fait, il connaît pas votre environnement. En tout cas pas avec les bounding box comme ça. Et quand vous activez les collisions GPU, vous avez deux modes de collision. Vous avez soit en Z-buffer en fait. Donc là, c'est ScreenDef qu'il utilise. C'est ScreenDef. Ou SeamDef, un truc comme ça. Ouais. Et donc en fait, il va faire des collisions Z-buffer. Donc il va faire des collisions avec le Z-buffer qu'il y a à l'écran. Donc là, une des grosses restrictions, c'est qu'il va collisionner qu'avec les trucs qui sont visibles, que vous voyez à l'écran à ce moment-là. Donc si vous avez un émetteur de particules qui balance des particules sur un mur sur le côté, tant que le mur est visible, ça va rebondir dessus. Si vous voyez plus le mur, les particules, elles vont disparaître à tout jamais, quoi. Donc ça, c'est une des grosses restrictions. Par contre, il y a un avantage quand même, c'est que vous pouvez faire des collisions qui sont précises par pixel. Donc si vous avez par exemple une grille que vous faites en alpha test, les particules peuvent tomber dans les trous de la grille. Donc ça, c'est pas mal. Un truc que vous ne savez pas faire, évidemment, en utilisant les bounding box classiques, parce que là, ça va rebondir comme si c'était plein, quoi. Autre inconvénient quand on est en GPU Sprite, c'est qu'on ne peut pas spawner de light. Voilà. En fait, ça c'est une des grosses restrictions, vous ne pouvez pas spawner de light. Enfin bon, d'un autre côté, comme c'est pas toujours génial de spawner des lights, voilà, c'est peut-être pas plus mal. Oui. Est-ce qu'il existe un moyen de créer des bounding box justement pour une grille par exemple est-ce que ça existe? Non, parce que, si, il y a moyen, mais c'est overkill. C'est overkill parce que ça va te faire tellement de trucs compliqués, de trucs qui s'entrecroisent, etc., que point de vue calcul pour calculer les collisions. Et en plus, même si la physique arrive à calculer les collisions, je suis pas sûr que ça se comporte bien, tellement ça va faire de micro-collisions
Et tu risques d'avoir des comportements très, très bizarres, en fait, très chaotiques, et pas très naturels sans doute. Ouais. À ce Donc- moment-là, pour le gris, c'est mieux, dans le cas où on fait un CPU, c'est mieux de juste faire passer à travers si c'est une grille avec des boucles. Oui, à ce moment-là, oui, c'est ça, quoi. À ce moment-là, tu mets pas de boîte de collision du tout pour ta grille. Enfin, en tout cas, pas pour les particules, et puis c'est bon, quoi. Et là, vous êtes passé en mode GPU juste pour pouvoir Oui. passer au-dessus des 1000 particules ou pour Ah oui, oui, donc là, bah maintenant, je suis à 1600 particules, moi, pour le moment. Donc là, tu... C'est juste pour ça qu'on passe en GPU. Oui, c'est ça. Et là, c'est vraiment... C'est beaucoup plus léger comme ça. Et puis ça permettait de voir aussi un peu les limites avec le bounds, etc. Et il y a aussi un autre mode de collision que vous pouvez activer quand vous êtes en particules GPU, c'est le distance field. Mais ça, vous devez, au niveau du projet, activer le distance field pour que ce soit actif sur vos objets. Et donc là, du coup, ça permet de faire des collisions sur des trucs même hors de l'écran, quoi. Voilà. Donc ça, tout dépend de si vous en avez l'usage ou pas. Mais le distance field, ça permet de faire quand même pas mal de trucs sympas en dehors des particules aussi, quoi. Ça, je sais pas, j'ai jamais vraiment testé de trucs. Ça va Ouais, c'est raisonnable, donc c'est raisonnable niveau coût, ouais. Il y a moyen de faire des ombres distance field, et puis il y a des matériaux qui peuvent utiliser aussi les distance field. Par exemple, si vous voulez faire de l'écume sur le bord d'une côte, bah, vous pouvez utiliser ça pour savoir si vous êtes plus ou moins éloigné de la côte, etc., quoi. Enfin, il y a plein d'utilisations sympas en fait du distance field. Alors, bah, ce que je vais déjà faire, c'est peut-être augmenter la durée de vie de mes particules aussi, parce que là, elles sont un peu... elles meurent très vite, on va dire. Donc, je vais dans Lifetime, et dans Lifetime, ben, là, j'ai une distribution float uniforme, parce que bah, c'est juste une valeur flottante, et pour l'instant, il prend au hasard entre 1 et 1. Voilà. Ça fait une seconde, hein. On est bien d'accord. Donc là, par exemple, on a le minimum avant le maximum, hein. Je vous avais dit que de temps en temps, c'était dans un sens, de temps en temps dans l'autre. Voilà. Ici, c'est dans le bon sens. Alors, pour mes particules, j'aimerais quand même bien, moi, qu'elles retombent sur le sol, qu'elles rebondissent, et puis qu'elles s'éteignent tout doucement. Donc, je vais faire entre 3 et 6 secondes comme durée de vie. Donc, du coup, là, on voit, elle tombe bien plus bas. Et comme j'ai changé la durée de vie, je vais recalculer, en fait, le bounds aussi. Donc je refais un set fix bounds parce que là, maintenant, comme elles sont beaucoup plus... Enfin, elles ont une beaucoup plus grande durée de vie, elles peuvent potentiellement descendre beaucoup plus bas. Et si je regarde le bounds, bah, évidemment, c'est beaucoup plus grand. Hein. Vraiment plus grand. Donc ça, c'est normal. Alors, ce que je vais faire, je vais replacer déjà mon système de particules dans ma scène. Question d'avoir une petite idée aussi de la taille, parce que c'est pas toujours évident en fait quand on est dans l'éditeur de particules de se rendre compte est-ce que je suis en train de faire des énormes particules ou un truc qui fait 10 cm de haut. Donc je vais prendre mes sparks et je vais les mettre ici dans ma scène. Voilà. Donc là on voit déjà un petit peu mieux ce qu'on fait. Et on voit surtout qu'il n'y a pas de collision du coup, hein, avec mes particules bah, qui passent à travers tout et qui tombent bien bas. Très bas. Donc ce qu'on va faire, on va activer les collisions évidemment, parce que ce serait quand même plus sympa que les étincelles rebondissent sur le sol. Et donc je reviens dans mon système de particules. Oui. Quand elles vont rebondir sur le sol, est-ce qu'elles vont garder ce lifetime et disparaître au bout d'un moment ? Oui, c'est ça, elles gardent ça. En fait, c'est juste un événement en plus dans leur vie, on va dire. Mais sinon, oui, ça va continuer. Mais c'est toi qui choisis, en fait. Tu peux, lors de la collision, dire par exemple, en fait, j'ai envie qu'elle meure, quoi. Donc, si tu veux qu'à la première collision, ça meure, ça, tu peux aussi, quoi. Ou après un certain nombre de rebonds. Oui. Et du coup, bon, dans cas d'explosion, on fait des mèches. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de garder les mèches qui restent là Tu peux mettre une très grande durée de vie, mais... Ouais. Mais à un moment donné, enfin, la durée de vie sera... Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas moyen de vraiment les laisser. À ce moment-là, si tu veux vraiment les garder, je pense qu'il vaut mieux mettre des objets avec de la physique dessus et de les expédier lors de
ça sera plus adapté en fait que de garder un système de particules actif pour juste avoir des particules qui ne meurent pas, quoi. Tu peux les activer en blueprint en parallèle de la particule. En fait, tu peux vraiment avoir un lien dans le timing qui fait que tout l'effet va en même temps. C'est pas un souci. Hein. Ouais. 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 Alors, on va juste activer donc la collision. Et donc, pour ça, je vais rajouter un node dans collision. Et là, on n'a pas tellement le choix. En fait, c'est collision SynDef. Et je peux regarder tout de suite sur la scène. Et on voit, j'ai mes particules qui rebondissent joyeusement dans tous les sens. Et c'est donc bien avec ce qui est visible à l'écran. Hein. Donc si je vois plus le sol, ça rebondit plus. Et là, hop, ça rebondit. Voilà. Et pareil pour la bounding box, est-ce que ça devient un problème si elle s'étale un petit peu trop? C'est dans la qualité. Bah non, parce que de toute façon, lui, il a simulé en fait le pire scénario. Donc pour lui, avec la vitesse à laquelle elles sont spawnées et l'accélération, il a regardé le plus loin qu'elles peuvent aller. Dans tous les axes, quoi. Donc tu peux pas sortir de la bounding box en mettant des rebonds en plus ou des trucs comme ça, quoi. C'est pas possible. On peut déplacer la particule dans le viewport. Parce qu'elle est en dessous de la géométrie, donc du coup... quand t'es dans l'éditeur ici, c'est ça? Ce que tu peux faire, c'est dans Required, tu peux changer le émetteur origine et tu peux le monter un peu plus, comme ça t'auras pas de problème. Mais du coup, en fait, ton émetteur, il sera plus au même endroit que l'objet que tu placeras, que le particule système, il sera juste un peu plus haut, quoi. Donc c'est ça qui est un peu chiant, c'est pour ça que j'aime pas l'utiliser, parce que effectivement ton truc sera toujours un peu plus haut, quoi, voilà. Mais sinon, oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est le plus simple, en fait. Et les collisions, c'est pas trop coûteux? Là, ça va, parce que justement, c'est tout du côté GPU, et il n'accède qu'au Z-buffer, donc ça va, quoi. C'est pas monstrueux, en fait, comme coût, du tout. C'est un calcul par rebond, par particule. Oui, c'est ça, mais les GPU, ils sont super bons pour faire des trucs en parallèle comme ça, vraiment, ouais. Alors, je vais garder un peu les deux vues côte à côte parce que ce sera un peu plus facile de se rendre compte. Donc, lors des collisions, on a toute une série de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et le premier, en fait, c'est résilience. Et résilience, c'est quoi? En fait, c'est le rebond des particules. Donc là, je suis à 0,75, donc ça veut dire que je renvoie, que je rebondis à 75% de la hauteur à laquelle j'arrive. Oui. Pourriez-vous me montrer comment vous avez fait la physique? Comment j'ai fait là? La collision. La collision? Ah, j'ai juste cliqué ici, dans collision, j'ai rajouté collision. Voilà. Et j'ai laissé pour l'instant les paramètres par défaut. Donc pour l'instant, on est à 0,75, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Donc théoriquement, on peut aller jusqu'à 1. Donc là, c'est des balles magiques en fait. Hein. Ça rebondit. C'est même déjà un peu plus en fait. Il y a un peu de chaos et ça rebondit un peu plus haut que. Mais là déjà, c'est déjà rare d'avoir des trucs où on n'a aucune perte. Et maintenant, vous pouvez même faire au-dessus de 1. Hein. Enfin, si vous voulez faire 2, en fait, ça va rebondir plus haut que. Voilà. Bon, ça ressemble plus à rien, hein, on est bien d'accord. Là, c'est vraiment... j'emmerde la physique. Hein. Donc, ici, pour les particules de type étincelle, je vais faire un rebond à 0,25 par exemple. Ce sera largement suffisant. Vous pouvez faire aussi 0, hein, si vous voulez avoir un truc qui va juste tomber sur le sol et puis rouler un peu. Là, vous n'aurez plus de rebond du tout. Mais ça va quand même rouler un peu, quoi, voilà. Et dans ce cas-là, il va pas calculer à chaque frame une collision, et à seul. De toute façon, la physique check les collisions à chaque frame, Ah ouais. puisque donc, Générer, bon après maintenant il n'y aura pas d'événements de collision qui vont se déclencher à ce moment-là, mais sinon il est quand même obligé de checker à chaque frame pour voir tiens est-ce que potentiellement je rentre dans le sol ou pas, quoi.
Donc je vais remettre 0,25. Alors un truc qu'on peut faire ici, enfin dans les paramètres, vous voyez il y a friction, donc là j'ai pas du tout de friction. Donc la friction c'est simplement à quel point ça peut rouler sur le sol, enfin avancer sur le sol comme ça. Si je mets une friction à 1, ben en fait ça va coller quoi, vraiment. Ça roule plus du tout sur le sol, ça colle dès l'impact. Donc là je vais mettre une petite friction, mais pas trop forte, je vais mettre 0,2. Comme ça va ralentir un peu, mais ça va pas non plus rouler comme des billes quoi. Alors on peut faire aussi un random spread, donc ce qui va être intéressant ici pour les particules. Le random spread c'est la chance de changer de direction quand vous rebondissez quoi. Donc pour le moment on est à 0, donc ça veut dire que quand il arrive dans une direction, bah, il continue dans cette direction là lors du rebond. Alors le random spread, si je mets 1, bah là il peut repartir dans n'importe quelle direction, il peut même repartir dans la direction opposée de laquelle il est arrivé. Évidemment ce qui n'est pas très physiquement correct. Bon, on sait jamais, hein, si on a un sol très bumpy comme ça, il peut y avoir des trucs qui font que ça rebondisse. Mais ici on va mettre 0,5. Donc comme ça, quand ça rebondit, ben en fait, ça va se spreader normalement à 180 degrés à peu près. Donc il y a des chances qu'il aille jusqu'à 90 degrés à droite ou 90 degrés à gauche. Donc on voit maintenant, ben, les particules sont expédiées un peu partout, à droite, à gauche. Oui. Donc, on dit ça au niveau de direction dans laquelle les particules sont envoyées. Est-ce Ouais. qu'on sait dire. Mais donc, ce serait entre. Je sais pas, 20 et. Ouais. 1000. Est-ce qu'on peut dire je veux qu'il y ait plus de proche de 20 Ah oui, la distribution, ça je pense pas qu'on puisse le faire en fait dans le... Parce que si on a envie d'un truc un peu plus ponctuel, vous avez une étincelle qui part vraiment loin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais non, je pense que là t'as intérêt à mettre un deuxième émetteur avec un deuxième réglage. Ouais. Après, il y a moyen de faire des attracts, d'autres effets qui amènent du chaos si elle veut juste amener du chaos. Ouais, c'est ça quoi. Ouais. Des attract points, des orbites, enfin, il y a plein de trucs. Alors, donc oui, je reviens un peu, donc j'étais sur mes collisions. Et donc, oui, ce qu'on peut régler aussi, donc pour l'instant, si vous regardez dans les paramètres de collision, vous avez response, et pour l'instant on est en bounce. Donc ça veut dire que quand il y a une collision, bah, on rebondit. Voilà. Mais on pourrait aussi faire un stop ou faire un kill. Donc faire un stop, en fait, la particule, bah, elle colle. Donc voilà, si vous voulez faire un truc genre de la glu, je sais pas quoi, enfin un truc qui colle au mur, bah voilà, vous pouvez faire stop. Et vous pouvez faire kill. Et donc le kill, bah là, ça détruit la particule dès qu'il y a une collision, quoi. Donc là, ça évite que ça passe à travers, ce qui peut être intéressant quand même. Oui. Il vaut mieux faire un stop ou une friction à Ouais, ça change rien. Ça change rien, je pense. Oui, je suis en train de réfléchir. Je pense que ça change rien, non. Par contre, en fait, la différence quand même, c'est que si tu mets un bounce avec une friction à 1 et une résilience à 1, normalement, elles vont rebondir quand même. Tu vois, potentiellement, elles rebondissent dans tous les sens. Même si elles collent au sol, en fait, il y a des chances que ça rebondisse. Et si tu le mets vraiment en stop, bah là, elle ne devrait pas rebondir. Voilà, elle reste vraiment collée, quoi. Donc c'est ça la différence. si on veut qu'elle reste vraiment collée et donc c'est le stop. Oui, Sur- ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, je vais remettre ici les bonnes valeurs. Hop, donc c'était 0,25 et en friction 0,2. Voilà. Et pas stop, bounce. Voilà. Voilà. Alors, bah pour les collisions, je pense que c'est bon. Ouais, même avec le stop, il y en a qui vont quand même traverser le sol. Ouais. Ça c'est normal, c'est à cause de l'accélération. Ouais, c'est la gravité les attire toujours en dessous et donc voilà. Ça, il y a pas moyen. Enfin, j'ai essayé plein de trucs, il y a pas moyen en fait d'éviter que ça arrive. Ça se voit pas, enfin c'est... Oui, c'est Ne vous ça. inquiétez pas quoi. Là, on le voit parce que on a le highlight parce que c'est sélectionné. Mais une fois que vous ne sélectionnez pas, honnêtement, bah voilà, ça se voit pas quoi. Hein. Ça se voit en dessous du sol. C'est en dessous du sol, t'en as qui passent quoi. Et en mettant comme c'est du Z de force, on s'en fout vu que. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un souci quoi.
toute façon, si c'est plein, bah, de toute façon, tu vois pas ce qu'il y a en dessous, donc c'est pas grave. Voilà. Alors, donc là, on a fait les collisions. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper un peu de la couleur des particules, parce que là, elles sont pas super convaincantes en blanc, comme ça. Et donc, on va s'attaquer au Color Overlife. Hop. Donc, le Color Overlife, ça va permettre de gérer et la transparence et la couleur des particules. Donc le Color Overlife, quand je le sélectionne, je regarde ici dans le Details, dans Color, j'ai une distribution qui est de type Vector Constant Curve. Et donc là, ça utilise une courbe avec des valeurs clés. Et donc là, il faut que j'ouvre, il y a beaucoup d'étages à ouvrir quand c'est comme ça. Donc j'ai Distribution, Constant Curve, Points. Donc Points, en fait, c'est les points de référence qui sont placés sur la curve. Ici, par défaut, j'en ai déjà 2 de placés. Et si j'ouvre les valeurs des 2 points, je me retrouve avec plein de trucs, en fait. J'ai Inval, Outval, les tangentes, et puis le Interpolation Mode. Alors, Inval, c'est la position dans le temps. Donc, c'est la position de la clé dans le temps. Donc, la première clé, elle est en 0, la deuxième, elle est en 1. Donc, la première, c'est la couleur qu'il a quand il naît, et la dernière, c'est la couleur quand il meurt. Voilà. Et donc, vous pouvez mettre autant de clés que vous voulez, mais il faut toujours qu'elles soient bien ordonnées de manière croissante. Il faut que le inval soit toujours croissant. Si vous mettez par exemple 0, puis 1, puis vous remettez 0.5, puis vous remettez 2, etc., ça va pas marcher. En fait, ça va faire des trucs complètement foireux. Parce que lui, il s'attend toujours... en fait, il regarde vraiment entre la première et la deuxième. Puis entre la deuxième et puis il va voir, la troisième, ça va pas aller. Puis, en fait, il s'en mêle complètement les pinceaux, puis ça donne pas bien, quoi. Donc, il faut toujours bien s'assurer que c'est dans le bon ordre. Alors, pour s'assurer que c'est dans le bon ordre, vous pouvez utiliser le Curve Editor. Le Curve Editor, lui, il remet systématiquement les points dans le bon ordre. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, pour mettre des valeurs un peu précises dans le Curve Editor, c'est un peu la galère quand même, quoi. Alors, comment est-ce qu'on utilise le Curve Editor ? Simplement ici, dans Color Overlife, vous voyez qu'il y a un petit graphe, un petit bouton avec un genre de graphe entouré de vert. Si vous cliquez dessus, ça fait apparaître dans le Curve Editor les curves qui sont associées en fait à ce module-là. Donc ici, j'ai Color Overlife et j'ai Alpha Overlife. Donc je vais cacher le Alpha Overlife, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc pour le cacher, c'est le petit bouton jaune ici. Donc là, je le cache. Et il ne me reste plus que le Color Overlife. Et si je veux voir le Color Overlife centré à l'écran, je peux utiliser les 2 premiers boutons. Donc le Fit horizontal et le Fit vertical. Et là, ça me permet de voir ma courbe qui est un truc tout plat ici. Puisque j'ai juste un truc qui va de blanc à blanc. Donc j'ai pas du tout d'animation de couleur. Alors, ce que je voudrais déjà, c'est commencer avec une couleur très vive, donc incandescent, passer vers du rougeoyant, et puis passer au final à du noir, en fait. Les particules, à la fin, elles vont complètement s'éteindre. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est que la dernière clé, le outval, donc ce qui est la valeur à la position inval, donc à la position 1, donc le outval ici, je clique dessus et je vais mettre du noir. Donc je baisse le value à 0. Et donc comme ça, le outval est noir. Donc ma particule maintenant, elle a tendance à fader vers le noir. Donc là du coup, je peux refaire un fit vertical. Voilà, comme ça maintenant je vois en fait ma couleur qui commence à blanc, qui termine à noir. Alors j'aimerais bien avoir un truc, blanc c'est bien, mais c'est pas super flashy. Et donc la première couleur ici, donc le outval du point 0, je vais mettre une couleur un peu orange-rouge. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est le value de cette couleur-là, parce que là ça fait du orange quoi. Enfin, c'est pas très intéressant. Ce qu'il me faut, c'est de l'orange, mais bien lumineux. Et donc je vais changer le value de ma couleur ici pour mettre 500 par exemple. Voilà. Là maintenant, ça fait vraiment un truc incandescent, quoi. Alors c'est bien de regarder dans la scène aussi, parce que dans le viewport du système de particules,
on a l'impression que c'est super lumineux, mais une fois que c'est dans la scène, c'est déjà un peu moins le cas, parce que ce qu'il y a, c'est que dans le viewport ici, on est sur un fond noir, et là on est sur un fond déjà un peu plus lumineux, hein, donc... Voilà, mais là, comme couleur, ça va. Par contre, ça reste lumineux beaucoup trop longtemps. Enfin, c'est normal, parce qu'en fait, il fade avec un truc qui a une luminosité de 500 pour aller jusqu'à du noir, qui est à 0. Mais ça veut dire que même quand il est à 80% du truc, il a encore quelque chose qui est à, je sais pas moi, 40-50 niveau de luminosité, donc c'est encore super élevé, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est dans les clés ici, donc je refais un fit vertical. Je vais rajouter une clé au milieu de mes points ici. Et donc pour rajouter une clé, il faut faire CTRL et clic sur les curves, enfin sur les curves. Et donc quand vous faites CTRL-clic, ça rajoute un point. Donc maintenant j'ai un point 0, j'ai un point 1 et j'ai un point 2. Et ils sont automatiquement bien triés, hein. Donc j'ai mon point 0, le inval est à 0, le inval du 1 c'est 0.45, le inval du 2 c'est 1. Alors ce que je vais faire, c'est que la deuxième couleur, donc le haut-val du point 1, là je vais mettre une couleur rougeâtre, mais avec un value beaucoup plus bas quand même, genre à 4 ou 5. Question que ce soit quand même un rouge intense, mais pas aussi cramé que ce que j'avais avant. Donc là du coup ça va descendre beaucoup plus vite, point de vue luminosité. Alors point de vue curve, bah, je vais un peu arranger ça parce que là on voit ça fait des trucs, j'ai les couleurs qui passent en négatif, voilà, c'est pas génial. Donc quand on a des curves, pour chaque point, en fait on peut choisir le type d'interpolation pour aller jusqu'au point suivant. Donc pour le moment, le premier point il est en linéaire, le deuxième point il est en autoclamp, et le dernier, bah, en fait il n'y a rien après, donc on s'en fout un peu, c'est linéaire. Donc j'aimerais bien ici que ce soit une courbe en fait, que j'ai une transition de type courbe et pas linéaire. Et je vais le mettre en autoclamp, parce qu'en autoclamp ce qu'il va faire, c'est il va redresser les tangentes pour éviter que les couleurs passent dans le négatif. Et il va rester dans le range autorisé pour les couleurs. Donc je sélectionne mon premier point, je le mets en autoclamp. Le deuxième, bah, il était déjà en autoclamp. Et le dernier, bah, je peux le mettre aussi en autoclamp. Si jamais vous avez encore des courbes qui sont un peu, qui ont l'air un peu limite. Voilà, donc ici c'est bon. Et donc là maintenant j'ai vraiment une transition de ma couleur la plus lumineuse. Donc en fait j'ai 3 curves, puisque évidemment j'ai le rouge, le vert et le bleu. Hein. Donc c'est le rouge, le vert et le bleu ici, qui descendent jusqu'à ma couleur rouge incandescente, et qui descendent jusqu'au noir. En fait. Oui. Ça donne une valeur vraiment en dessous de 0, ça fait peur. Ben c'est pas une bonne idée de mettre des couleurs négatives, parce que ça peut créer plein de problèmes en fait. Par exemple, sur tout ce qui est post-effect, etc., ça peut faire des trucs vraiment, vraiment foireux. Je sais pas si les matériaux sont clampés automatiquement, si on met des valeurs négatives, s'ils clampent, je suis pas sûr. Hein. Donc on peut se retrouver avec des trucs... parce que par exemple, quand l'effet de halo ici, bah, ça fait une moyenne des couleurs. Et donc si tu mets des valeurs négatives, bah, ça va absorber de la lumière, si tu veux, plutôt que d'en émettre. Et donc ça va commencer à faire des trucs complètement... Il n'y a aucun moment où c'est intéressant d'utiliser ça. Bah, pour de la couleur, non. Non, vraiment... Et pour l'alpha, c'est encore pire. L'alpha, c'est vraiment... avoir un alpha hors du range 0.1, c'est... On l'avait vu avec le Mesh Paint, où on avait tous les artefacts dans la normale et ainsi de suite, parce qu'on n'avait pas planté correctement. ouais. C'est sans doute parce que vous êtes encore en CPU, ça. Oui. Vous avez fait pour avoir la courbe à gauche de la... Donc, j'ai simplement cliqué sur la petite icône ici, à côté de Color Over Life. Ah mais non, en fait non, c'est pour voir la forme de... Ah, pour avoir la courbe, enfin que ça fasse une courbe et pas... Ouais, pardon. Donc là, j'ai sélectionné mon point ici et je l'ai passé en autoclamp. J'ai cliqué sur autoclamp.
En fait, quand tu prends un point, le type d'interpolation, c'est toujours jusqu'au point suivant. Donc c'est toujours sur la droite du point, quoi. Alors, maintenant, enfin, je peux voir donc dans ma scène, et on voit c'est déjà un peu mieux. C'est un petit côté lave quand même, encore un peu fort. Donc, ce que je peux peut-être faire, c'est mettre mon point de contrôle pour la couleur rougeâtre, peut-être baisser un petit peu pour la ramener plus tôt en fait dans la durée de vie de la particule. Ouais, ça c'est un peu trop tôt, ça. Faut quand même au moins qu'elle arrive jusqu'au sol. Ouais. Entre les deux, 35 à mon avis sera pas mal. Ouais, là c'est déjà mieux comme ça. Et je vais faire que ce soit plus rouge parce que là c'est un peu trop orange. Je vais un peu saturer la couleur. Et ouais, et repasser à 5. Bah, c'est mieux comme ça. Bon, je désature juste un chouïa pour éviter d'avoir un truc trop rouge parfait. Ouais, voilà. Voilà, donc là c'est déjà un peu mieux, quoi. Les particules sont encore un peu grosses, hein, on pourra peut-être un peu encore les diminuer. Oui. Donc je vais juste un petit peu baisser la taille. Donc pour l'instant j'étais entre 2 et 4. Je vais faire entre 1 et 2, je pense que ce sera suffisant au niveau taille. Ouais, c'est pas plus mal. Et du coup elles sont vraiment petites, hein, mais bon. Ben, on va de toute façon changer pour avoir une traînée derrière et que ça fasse moins pluie de particules comme ça. Et qu'il y ait plus une continuité en fait dans le mouvement, quoi. Ouais, c'est le seul truc qu'il nous reste à faire en fait sur cet effet là. Donc on va pas scale manuellement le sprite, on va plutôt le faire avec le velocity. Avec le PSA Velocity, parce que du coup on va utiliser... Bah, déjà ça va s'orienter par rapport à la direction dans laquelle il va. Ce que tu n'aurais pas autrement. Donc en fait tu aurais... c'est un peu comme si tu balançais des cure-dents, quoi, en fait, si tu les étires et que il sera pas orienté correctement. Et puis en plus, on utilisera un... Donc dans les différents nodes, il y a Size by Speed, donc qui permet de régler en fait la taille de la particule en fonction de la vitesse à laquelle elle va, quoi. Donc elles seront plus étroites quand elles seront plus lentes et plus étirées quand elles sont plus longues. Oui. À côté des onglets et il y a un écran noir. Est-ce qu'il sert à quelque chose ou c'est juste... Ici, bah, c'est quand tu mets plusieurs émetteurs. Donc ici tu peux faire un new particule émetteur, puis hop, j'en mets un deuxième et tu vois, voilà. Et tu peux en mettre autant que tu veux, quoi. Par exemple, on peut appeler le Oui. donc, comme vous venez de dire, si par exemple on va acheter de la fumée ou des étincelles ou... Oui, c'est ça, par exemple. Oui, tout à fait. Donc ouais, on fait vraiment ce qu'on veut. On rajoute autant d'émetteurs qu'on veut. En fait, c'est à partir du moment où tu veux faire des particules qui n'ont pas le même comportement ou pas le même matériel que celle que tu as déjà fait, bah, tu fais une nouvelle couche en plus en fait à ton effet, quoi. Contrôle, clique sur la curve. Ben, c'est plus simple en fait de l'éditer directement dans les valeurs. Donc tu vois, d'aller dans Color Over Life, hop, et d'aller changer les valeurs là. Parce que le problème c'est que tu as la courbe rouge, verte et bleue, et pour mettre la couleur que tu veux vraiment, tu es obligé de bouger les 3 points. C'est vraiment pas fait... Enfin, c'est pas pratique. Tandis que là, si je vais... Tu vois, j'édite le point 1, et là je clique et je sélectionne ma couleur. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un color picker que de devoir... Alors, donc, ce qu'il nous reste juste à faire, c'est étirer les particules dans le sens de déplacement pour faire cet effet de motion blur. Donc pour ça, je vais aller dans le Required et changer le Screen Alignment qui pour l'instant est en PSA Square et je vais le passer donc en PSA Velocity.
Et là, ça balance des javelots dans tous les sens. Alors pourquoi est-ce que ça fait ça? Ben en fait, si vous vous rappelez, dans le initial size, on a laissé les valeurs par défaut qui étaient de 25 en Y et en Z. Ben en fait, là, mes particules, elles font 25 de large. Et la longueur en largeur, ben, c'est entre 1 et 2, donc ça va. Mais donc le initial size, ben, il faut que je change maintenant. Comme j'ai PSA Velocity, je suis obligé d'ajuster le Y, ce que j'avais pas besoin de faire avant puisque j'étais en PSA Square. Donc là, je vais mettre, pour la taille en Y, je vais mettre la même chose que ce que j'ai en X. Donc je vais mettre entre 1 et 2. Voilà. Et donc là, du coup, je me retrouve avec exactement la même chose. Si ce n'est qu'en réalité, enfin, c'est pas visible à l'œil nu comme ça, mais si ce n'est qu'en réalité, les particules maintenant sont orientées par rapport au flux de déplacement. Mais maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est changer leur taille, mais en fonction de leur vitesse, comme je viens de dire. Donc là, on va rajouter un node en plus qui va être le size by speed. Et donc ça, size by speed, ça va permettre d'étirer la particule en fonction de la vitesse à laquelle elle va. Alors on a deux paramètres quand on regarde le node size by speed, on a max scale et speed scale. Max scale, c'est l'étirement maximal qu'on autorise. Donc enfin là, il faut mettre quand même une limite parce que si vous mettez, si la particule va super vite, vous n'avez pas envie d'avoir non plus une lance ou un pieu monstrueux. Donc, on limite un peu la taille. Donc ici, je mets 15. Comme ça fait 15 cm maximum, c'est pas mal. 15 ou 20. Dans ces eaux-là, en fait, ça marchera bien. Ça n'a toujours rien changé. Pourquoi? Parce que il y a le premier paramètre, qui est le speed scale, qui est en fait l'influence de la vitesse dans le calcul de l'étirement de la particule. Et pour le moment, c'est 0,0, donc en fait, on ne tient pas compte de son déplacement ni en X, ni en Y. Donc là, je vais prendre le speed scale Y, et je vais mettre une valeur, mais il faut mettre une valeur très petite, parce que les vitesses, en fait, sont très grandes, parce que les vitesses sont en centimètres par seconde, et donc on a des trucs très grands, on a des 200, 300, etc. Donc si, j'ai pas envie que ce soit étiré à fond non plus. Donc je vais mettre 0,03, je pense que ça devrait déjà être pas mal. Voilà. Donc on voit, elles sont bien étirées quand elles se déplacent rapidement, et quand elles ralentissent, ben, elles redeviennent rondes en fait. Donc si vous trouvez qu'elles sont trop étirées, vous pouvez baisser encore cette valeur-là. Si vous mettez 0,01 par exemple, elles vont être un peu moins étirées. Ouais, bon, on voit moins l'effet quand même. C'était mieux avec 0,03. Voilà, donc bah, avec ça maintenant, on a un comportement quand même qui est pas trop mal, qui ressemble à des étincelles. Le spray est peut-être, enfin c'est peut-être un peu fort ouvert niveau vitesse initiale, donc je vais peut-être un petit peu resserrer les valeurs en Y et en Z pour que ce soit un peu moins ouvert. Donc je vais mettre entre 5 et moins 5 en Y et entre 180 et 200 en Z. Voilà, comme ça me fait une ouverture un peu moins forte. Voilà. Alors, oui, juste un dernier truc à expliquer peut-être pour le spawn, c'est les bursts. Donc là, pour le moment, on a une émission en continu, comme ça, de particules. Alors maintenant, si vous avez envie de faire des trucs plus intermittents, vous avez deux options. Donc dans le spawn, on a pour l'instant travaillé uniquement avec le rate, mais il y a aussi le burst. Donc pour le moment, je vais mettre le rate à 0. Donc comme ça, ça va plus rien émettre. Et le burst, c'est quoi? C'est, vous pouvez dire, en fait, à un moment donné, je veux que ça balance sur une frame donnée un certain nombre de particules. Donc dans le burst, il y a burst list, pour l'instant il n'y a rien du tout. Je clique sur le petit plus pour ajouter un élément, et là vous avez count qui est le nombre de particules que vous voulez émettre, et time
qui est en fait le moment où vous voulez que ça apparaisse. Donc ici, si je mets 0, bah, ça va être au démarrage en fait de l'émetteur, hein, l'émetteur qui a un cycle, comme j'avais expliqué tantôt. Et si je mets, je sais pas moi, 500 par exemple, bah, hop, là je vais avoir 500 particules qui sont spawnées toutes les secondes. Mais, le cycle de l'émetteur, c'est... Quand il arrive à 0, c'est bam, il balance 500 particules en un coup. Donc voilà, maintenant je peux mettre plusieurs bursts, hein. Donc je peux rajouter à ma burst list un deuxième truc par exemple, où je vais en mettre un qui a 100 particules, et le time, je vais mettre 0.25. Donc du coup, il fait chaque fois, hop, un gros suivi d'un petit. Et donc je peux en mettre autant que je veux comme ça. Chaque fois, bah, les spawns, vraiment sur une frame donnée, il balance un certain nombre de particules. Alors, pardon ? Le dernier, c'est le Count low, c'est pour limiter la quantité globale de particules, si je me rappelle bien. Si c'est plus grand que 0, c'est un range... Ah oui, c'est pour randomiser. Voilà. Donc, si tu mets... Ouais, non, c'est ça. Donc, c'était pas... Je m'étais trompé sur ce que j'ai dit avant. Donc, c'est pour faire un range. Donc, c'est pour ne pas que ce soit systématiquement 500 particules. Si tu mets 100, eh bien, en fait, il va prendre entre 100 et 500 particules à chaque fois. Voilà. Et si t'as pas envie d'en tenir compte, bah, tu dois être une valeur négative, donc -1. Voilà. Il y a un autre endroit où on peut limiter les particules, je sais plus où c'est. Donc voilà, les bursts, c'est bien, mais c'est surtout utile quand on fait par exemple des explosions, etc., où il y a plein de trucs qui se passent à la première frame, quoi. Là, on a les flammes, les particules, tout ça qui est balancé sur une frame. Ici, ça n'a pas tellement de sens. Donc, si vous voulez par contre moduler et que vous ayez beaucoup de particules, puis un peu moins, puis un peu plus, etc., là, il y a la deuxième solution. Donc là, je vais vider la burst list. Vous pouvez mettre une burst list en même temps qu'un rate, hein. Vous pouvez avoir les deux en même temps, ça c'est pas un problème. Donc je retire ma burst list. Et donc, je vais remettre, j'avais 1500 en constante ici. Donc le deuxième truc qu'on peut utiliser, c'est le rate scale. Donc le rate scale, ben, c'est une modulation du rate. Et donc là, par exemple, je peux la passer en constante curve. Et donc là, du coup, ça s'arrête. Pourquoi ? Parce que quand on crée une nouvelle curve comme ça, il ne met pas de points dedans. Donc j'ai rien du tout. Je suis obligé de mettre moi-même mes deux premiers points. Enfin, mon premier et mon dernier point. Et donc, là, j'ai le inval qui commence à 0. Et le inval du deuxième point, c'est la fin de vie de l'émetteur. Pour le moment, j'ai un émetteur qui cycle à 1 seconde. Je vais un peu le changer, mais bon. Là, c'est 1, je mets dans le inval du deuxième point. Et le outval, si je mets 1, bah, je vais avoir quelque chose de constant. Donc, il va émettre exactement comme ce que j'avais avant. Maintenant, si sur le deuxième point, je mets un outval à 0, bah, ça veut dire qu'il va émettre le nombre maximum de particules, puis ça va descendre jusqu'à ne plus rien émettre, puis hop, il va recommencer à nouveau. Donc, si je mets ça... Donc, ouais, ça se voit un peu, mais il y a tellement de particules et ça va tellement vite. Et on voit, il émet à fond, puis ça rebaisse jusqu'à 0, puis hop, il cycle continuellement comme ça. Pour que ça se voit un peu mieux, ce que je peux faire, c'est changer la durée de vie de mon émetteur. Et donc, dans Required, vous pouvez changer le duration, et qui est la durée de vie en fait de l'émetteur. Donc, pour l'instant, j'ai 1 seconde. Et ici, si je mets 5 secondes, ben, on va avoir évidemment quelque chose de complètement différent, puisque j'ai une clé en 0 et une clé en 1, et je fais descendre en fait le nombre de particules émises à 0 quand j'ai ma clé à 1. Ben, entre 1 et 5, ben, il n'y a plus rien qui est émis. Donc là, ça fait hop, un jet, puis plus rien. Et donc si je veux que ça diminue lentement jusqu'à la fin du cycle, bah là, je dois aller rééditer dans le spawn mon inval, parce que mon inval pour l'instant il est à 1 seconde, mais comme j'ai monté la durée de vie de l'émetteur à 5 secondes, je suis obligé de mettre le inval à 5 secondes si je veux aller jusqu'au bout maintenant. Voilà. Et donc si je mets 5 secondes,
Alors, on voit, hop, ça diminue, ça diminue, ça diminue, pop, puis ça repart. Donc ça, Gilles l'avait dit tout au début, mais c'est vraiment important de faire la distinction entre la durée de vie des particules des sprites et la durée de vie de l'émetteur. Voilà, et donc bah, c'est une courbe comme une autre, hein. Donc ici je vais l'afficher hop, dans le spawn, et donc c'est le rate scale, donc je cache les autres, et je fais un fit horizontal vertical. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment, bah, ça diminue comme ça. Maintenant vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez, hein. Si vous voulez avoir quelque chose qui baisse, puis qui remonte après avec des trucs comme ça, hop. Voilà, on voit tout de suite. Donc là, ça commence à fond, ça descend, puis ça remonte un peu, puis ça redescend. Oui. Comment vous avez fait pour afficher Les bah, j'ai simplement cliqué sur le bouton vert ici, de spawn. Alors si jamais à un moment vous vous retrouvez avec plein de curves et que ça sature un peu, vous pouvez toujours cliquer dessus et faire un remove soit de une, soit de toutes. Mais ça ne fait que les retirer du curve editor, mais ça change pas leur valeur ni rien du tout, hein, donc c'est pas un problème, quoi. Donc ici je vais peut-être virer celle que je n'utilise pas pour ne garder que le rate scale par exemple. Voilà. Donc ça après vous faites vraiment ce que vous voulez niveau curve. C'est libre à vous de... Voilà. Et si vous voulez faire vraiment un truc complètement random, là vous avez peut-être intérêt plutôt à contrôler le rate scale via un blueprint de l'extérieur. Parce que là vous pourrez vraiment l'activer et désactiver quand vous voulez, quoi. Voilà. Bah là, du coup on a fait notre premier effet, notre premier système de particules. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions ? Est-ce que c'est plus intéressant au niveau de performance de faire des loops plus courts ou ce genre que là? De faire Des loops. des loops. Non, en fait, ce qui est important, c'est la quantité maximale de particules à l'écran en même temps, en fait. C'est ça qui va vraiment être critique, on va dire. Mais sinon, ça change rien, en fait. Ça change pas grand-chose de... Ouais. C'est comment pour enlever les curves sur la partie? Donc, tu vas sur la curve, tu cliques et tu as Remove Curve. Et si tu veux toutes les virer, tu fais Remove All Curve. Voilà. Non, ça c'est au bon endroit en fait. On pourrait cliquer dessus pour les masquer. Oui, c'est ça, on pourrait. Ça m'a Bah fait oui, mais peur. non.